Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler des contrats d'édition. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur la gestion des retours positifs d'une maison d'édition, c'est le moment d'aller voir. Alors, avant propos, oui, on va revenir un petit peu sur un point pour que vous compreniez bien aussi l'intérêt du contrat et pour que vous en compreniez un petit peu l'essence. Le droit d'auteur comporte deux types de droits. Le droit moral, qui protège les intérêts non économiques de l'auteur, et les droits patrimoniaux qui permettent aux titulaires des droits de percevoir une rémunération pour l'exploitation de ses œuvres. Jusque-là, vous suivez. Le droit moral, on va s'intéresser un petit peu à celui-là, confère à l'auteur respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Il comporte les prérogatives suivantes. Le droit de divulgation, seul l'auteur a le droit de divulguer son œuvre, il a le pouvoir de décider de rendre son œuvre publique ou non. Le droit de paternité, il permet à l'auteur d'apposer son nom sur son œuvre ou s'il le souhaite de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, l'auteur peut s'opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier son œuvre initiale. Le droit de retrait et de repentir, en contrepartie de l'indemnisation de celui auquel l'exploitation de l'œuvre a été cédée, l'auteur peut décider d'apporter des modifications à l'œuvre ou d'en faire cesser la diffusion, un droit de retrait à tout moment et sans avoir à justifier son choix. Nous allons résumer. Le droit moral, c'est un droit perpétuel. J'insiste là-dessus. Cela signifie que le droit moral demeure même après le décès de l'auteur et même après l'extinction des droits patrimoniaux. Vous savez, les fameux, comme on dit en France, 70 ans après la mort, ça c'est les droits patrimoniaux. Mais le droit moral, lui, il est toujours perpétuel. Les ayants droit peuvent ainsi exercer ce droit même si l'œuvre est tombée dans le domaine public. C'est aussi un droit inaliénable. Non, ne pensez pas du tout à Alien. Cela signifie qu'aucune clause de renonciation ne peut figurer dans un contrat sous peine de nullité, c'est-à-dire que l'auteur ne peut renoncer à son droit moral ni en céder l'exercice à un tiers, il le garde. Un droit imprescriptible. Cela signifie qu'il ne s'éteint pas avec le temps. Tant que l'œuvre existe, qu'elle soit exploitée ou non, l'auteur et ses ayants droit peuvent exercer leur droit moral. Quant aux droits patrimoniaux, les fameux, ce sont ceux qui permettent à l'auteur ou à ses ayants droit, héritiers donc, d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit. Ainsi, l'auteur peut décider de la reproduction, de la représentation publique de son œuvre et en tirer une rémunération. Contrairement aux droits moraux, on a vu, ils sont perpétuels et inaliénables. Les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers. L'auteur en dispose tout au long de sa vie, ainsi que ses ayants droit durant les 70 années qui suivent son décès. Là, c'est les fameux 70 ans. Alors oui, évidemment, là je parle pour le droit français, je ne connais absolument pas le droit belge, suisse ou même canadien. Nous avons donc dans les droits patrimoniaux le droit de représentation. Le droit de représentation encadre la communication de l'œuvre au public, peu importe le procédé utilisé. L'œuvre peut faire l'objet d'une représentation directe en public, comme par exemple une pièce de théâtre ou œuvre musicale, ou d'une représentation indirecte, comme une projection publique ou une télédiffusion. En revanche, l'auteur ne peut pas interdire les représentations privées et gratuites réalisées dans le strict cadre familial. Je pense que vous avez déjà dû voir un petit peu ces petites lignes, par exemple sur les DVD, je sais pas si ça y est encore à l'heure actuelle, mais il y avait ça aussi, le cercle privé et familial. Oui, à partir du moment où c'est en public, ça se discute. Droit de reproduction. Dans les textes, la reproduction est la fixation matérielle de l'œuvre par tous les procédés qui permettent de le communiquer au public de manière indirecte. Ça signifie quoi donc? Cela signifie que la reproduction d'un tableau dans un livre, d'un film en DVD ou accessible en VOD, toute reproduction de l'œuvre doit être autorisée par l'auteur, peu importe les supports ou les moyens utilisés. Et ceci est valable même si l'œuvre n'est reproduite que de manière partielle. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous demande et pourquoi je dis que c'est extrêmement important que pour les chroniques vidéo, j'ai votre accord? Alors il existe aussi d'autres droits, les droits d'adaptation. Ces droits nécessitent évidemment toujours l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit. Maintenant que tout cela est fait, je vous rassure, je vous laisserai une petite fiche dans les sources, parce qu'effectivement c'est un petit peu beaucoup. Alors au pire aussi, vous pouvez voir ça sur la Ligue des auteurs, la FJDL ou d'autres sites également. L'étude de contrat d'édition. Allons-y et c'est parti.
Alors, vous allez vous rendre sur le site de la SGDL et vous allez voir, alors il y a des ressources mais hallucinantes sur ce site, c'est extrêmement bien fait. Alors comme la Ligue des auteurs pro, il y a vraiment pas mal de ressources qui sont faites pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Il faut vraiment pas hésiter à faire fouiller sur des sites officiels comme ceci. Voilà, nous allons aller dans Guide pratique et vous allez voir Contrat d'édition. Alors vous voyez, il y a pas mal de petites choses, contrat d'édition, comment faire avant la signature du contrat, après, et vous avez à votre droite modèle d'un contrat d'édition commenté. Alors peu importe que vous soyez AE, ME ou hybride, il faut vraiment que vous ayez conscience de ce que c'est qu'un contrat d'édition et vraiment d'aller l'étudier. On voit ça ensemble, mais n'hésitez pas à le faire par vous-même également et à découvrir, à apprendre des choses. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire une erreur. Par exemple, j'ai beaucoup d'auteurs qui se sont fait avoir dans les contrats d'édition et qui après viennent me voir en disant mais je suis vraiment trop nul, je suis naze, pourquoi j'ai pas vu ça? Mais ne soyez pas honteux, une erreur ça arrive. Maintenant du coup vous la ferez plus. Alors, première chose, comme dans un livre, c'est pareil, c'est l'emballage. Comme on dit, la couverture, pour le contrat, la forme. C'est simple, est-ce que vous avez 2 pages ou une vingtaine? Est-ce qu'il y a des annexes? Ne lisez pas tout de suite. Non, on va attendre un petit peu. Déjà, vous observez. Feuilletez un petit peu le contrat. Si vous l'avez en version numérique, songez au surligneur qui existe avec les PDF, ça peut servir. Y a-t-il des articles? Est-ce que c'est bien numéroté? Des alinéas, des titres? Vous voyez sur l'exemple de la SGDL, tout de suite, dès le début, à en voir, ça a l'air d'être bien carré, bien cadré également, il y a des articles, des alinéas, les paragraphes. Est-ce que votre contrat est aéré ou au contraire, est-ce que vous avez un bon gros pavé là qui limite vous dissuade de lire toutes les lignes? Vous moquez pas, ça existe. Deuxième chose, revenez à la première page, ou allez à la première page. Qui contracte avec qui? Nous sommes dans un contrat, donc on va dire qui contracte avec qui. On appelle cela en droit les parties. Oui, alors non, pas les parties que vous pensez, les parties ou les gens. Il y aura les informations de la maison d'édition et les vôtres. Vous voyez, c'est nommé l'auteur et l'éditeur. Vérifiez toujours que vos informations soient bonnes. Des erreurs, ça arrive. Vérifiez votre nom, votre adresse, le pseudo, numéro de sécu, tout. Après, on signe pourquoi. L'objet en lui-même du contrat. Votre ouvrage, oui, vérifiez bien qu'il s'agit de votre ouvrage. Le contrat vaut pour quel livre? Donc vous voyez, c'est marqué l'œuvre. Et là après, on va rentrer, on va dire un peu dans le vif du sujet, il va y avoir la rémunération, la réédition de compte, mais surtout, ce qui m'intéresse tout premier abord, c'est la durée, le temps. Pour combien de temps allez-vous céder vos droits? Je rappelle, on ne parle pas de droit moral, on parle bien de droit patrimonial. Vous vous souvenez du surligneur? Appliquez du jaune sur le PDF, ou si vous avez un exemplaire du contrat qui est arrivé, n'oubliez pas évidemment d'en faire une photocopie avant, ou si vous ne voulez pas imprimer, notez sur une feuille à part ou dans un carnet les informations importantes. Ah oui, c'est peut-être un peu plus écologique que d'imprimer plusieurs exemples. Même si vous allez voir qu'il faut souvent en imprimer au moins 2 pour un contrat d'édition. Alors à vous de voir, certains surlignent sur du papier, d'autres préfèrent sur PDF. Alors personnellement, je préfère soit surligner, souvent sur le PDF, et après je reporte sur un carnet les informations importantes, soit aussi carrément je regarde ligne par ligne et je note à côté ce qui ressort. Ou vous allez céder. Ou oui, O avec le U. Vous savez, la fameuse lettre qui n'existe que pour cet accent. La notion de territoire est importante. Surtout, on le verra plus loin, pour la compétence territoriale en cas de litige. Vous savez, en gros, en cas de conflit. Imaginez, vous avez un litige avec votre maison d'édition et celle-ci se trouve en Belgique. Et bien, très souvent, les tribunaux compétents, dans le contrat, ça va être indiqué les tribunaux belges. Si vous êtes à l'autre bout de la France, est-ce que vous êtes prête à traverser absolument toute la France pour régler votre litige en Belgique? Il y a parfois également des maisons d'édition en Allemagne, parfois même au Canada. Donc bon, vérifiez ça aussi, puisqu'il peut y avoir certaines surprises. Troisième étape, si vous n'aviez pas cherché d'informations sur l'éditeur avant, oui, vous le sentez le fouet là? C'est le moment! Allez voir le site internet. Avez-vous entendu parler de cette maison d'édition? Depuis quand existe-t-elle? Quid de leur réputation? Et aussi, est-ce que la ME existe? Et non, ne rigolez pas. Vérifiez, pour cela c'est simple, vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne, avec le nom ou le numéro SIRET également. Demandez aussi aux auteurs, à la communauté, au RS. Quand un auteur vous dit que tel ME, oui alors c'est bien, c'est une bonne ME, mais en revanche elle a compte d'auteur, et si tu ne veux pas payer, n'y va pas. Ou encore certains auteurs qui vont vous dire « Ah bah non, cette maison d'édition n'a pas forcément très bonne réputation parce qu'elle ne paye jamais les droits d'auteur à ses auteurs, car plusieurs se sont fait déjà avoir, pourquoi vous signez ?» Ah si, je sais.
Des fois, c'est pour venir chercher de l'aide un an après quand vous vous rendez compte de l'erreur et que ben là, vous dites « Ah oui, finalement, c'était peut-être pas de la jalousie ce que les auteurs me disaient un an avant, c'était effectivement un avertissement. » Certains peuvent avoir l'impression qu'on est jaloux parce que « Oh là là, attention, vous avez reçu un contrat d'édition, c'est génial !» Non, je suis persuadée, je reste persuadée que la plupart des gens sont bienveillants et quand ils vous montrent, on va dire, certaines preuves, quand ils vous disent « Mais moi, je suis dans cette maison d'édition, regarde, ça ne va pas », il y a pas mal aussi de groupes sur les réseaux sociaux qui en parlent. Ne pensez pas que c'est de la jalousie ou que c'est malsain, c'est tout simplement pour vous protéger. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous soyez édité, ça n'a rien à voir. Au contraire, moi-même je saute de joie quand il y a plusieurs auteurs qui reçoivent un contrat d'édition, je les félicite, mais je leur dis toujours « Attention, vérifiez bien avec qui vous signez, lisez bien les contrats. » Non, mais parce que qu'est-ce qu'on y gagne en fait Nous en fait on y gagne absolument rien, à part la méchanceté gratuite, oui je sais ça existe, mais non. Donc quand on vous dit « Fuyez, pauvre fou !» il faut fuir. Ce n'est pas pour vous enfoncer, pour vous décourager, on veut juste que vous trouviez la meilleure ME possible, c'est-à-dire la maison d'édition la plus sérieuse. C'est idem pour la démarche. J'ai une amie, on va l'appeler Jeanne, J-A-N-E. Elle a signé un contrat avec une nouvelle maison d'édition sur le marché il y a 3 ans. Aucun comité de lecture, aucune sélection, la ME prenait en fait juste les 10 premiers manuscrits, si je me souviens bien, envoyés par mail. Jane a été prise, ravie que son bouquin soit publié, et sur le coup, elle n'a pas forcément fait attention sur le contrat, ni au capital qui était indiqué. Vous savez, vous avez certainement dû voir aussi ces mentions sur les sites, par exemple SAS au capital de X euros. Là, la ME disposait de 1500 euros. 1500 euros, il faut savoir que c'est très peu pour une ME. Alors oui, évidemment, si la ME va sortir 1 ou 2 ouvrages par an, ça peut effectivement le faire, 1500 euros, faut pas exagérer. En revanche, là, on parlait d'une dizaine d'ouvrages, si mes souvenirs sont bons. La ME, donc publié 10 ouvrages, a annoncé publiquement et en toute franchise ne pas avoir pu payer de correcteurs, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, ils avaient essayé de faire une levée de fonds, mais elle n'avait pas marché. Et pour les couvertures, c'était évidemment pas ça, mais à la limite c'était pas forcément très grave, le rendu pouvait encore être assez bien, ça allait. Le souci c'est que l'AME a voulu voir trop grand dès la première année, c'est très vite endetté. 1 an après l'ouverture, c'était fini. Jane n'a jamais touché un centime, alors déjà parce qu'elle avait eu avec son ouvrage peu de ventes, mais aussi parce qu'elle a préféré, on va dire, la maison d'édition pour ce qu'elle avait à peu près gagné. Non, mais gardez-les, puisqu'effectivement, l'éditrice était vraiment quelqu'un de très sympathique. Et malheureusement, voilà, elle avait voulu voir trop grand, malheureusement. Alors, je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut oublier les ME qui viennent d'ouvrir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste un exemple. C'est juste de bien comprendre aussi le fonctionnement. Y a-t-il bien un comité de lecture, de sélection? Est-ce que la ME ne vise pas trop grand dès le départ? Moins de 5 titres durant la première année, ça peut aller. Parole d'éditrice, merci les amis. Après, on peut s'étendre. Il vaut mieux, on va dire, commencer petit pour voir justement ce que ça donne et après se développer. Participer à des salons, oui, si possible, gratuits au départ, surtout pour les maisons d'édition. Non, parce que juste, vous avez vu un petit peu le prix des stands au Salon du Livre de Paris, par exemple? Alors si une petite maison d'édition qui vient juste débuter veut s'inscrire là-bas, alors des fois il peut y avoir des partenariats aussi avec d'autres maisons d'édition, mais ça peut être très cher, et je parle pas en plus des déplacements et des autres frais. Alors après, oui, ça peut marcher, il y a des fois des petites maisons d'édition qui avaient une com mais du tonnerre, et qui ont débarqué au Salon du Livre de Paris avec un tout petit emplacement, et qui finalement ont explosé les ventes. Oui, ça aussi, ça arrive. C'est après, malheureusement, un petit peu rare, mais ça peut arriver. N'oubliez pas de vous tourner vers les petites, moyennes, grandes maisons d'édition qui ont fait leurs preuves. Ensuite, ne soyez pas triste si vous refusez un contrat. Il vaut mieux refuser un contrat que vous ne sentez pas, dans lequel vous n'avez pas confiance, qu'être lié par exemple pendant plus de 50 ans. 4e étape. Votre livre, ça va peut-être être difficile à digérer, surtout vous allez le voir un petit peu dans le contrat, mais c'est un produit. Un produit sur lequel du coup l'éditeur va mettre un prix. Oui, je rappelle, c'est l'éditeur qui choisit le prix, et pas vous, même si vous trouvez peut-être ça trop cher ou pas assez. Un produit qui est concerné par un contrat. Vous êtes super ravi de votre oui, c'est génial, mais prenez du recul. Combien d'ouvrages sont concernés par le contrat? Saga entière, un OS. N'oubliez pas de regarder ce que cela concerne également. Papier, numérique. Sachez que couramment, on fait un contrat pour la version papier et un contrat pour la version numérique. Parfois, ça peut être aussi en même temps dans les pages. Parlons exclusivité. Vérifiez l'espace-temps sur le contrat. Alors, vous pouvez lire sur certains sites ou blogs qu'il vaut mieux fuir les contrats pour lesquels il n'y a pas vraiment de limitation de durée. On verra ça avec le contrat de la GDL après. C'est-à-dire, si ça a duré longue, comment faire pour résilier si par exemple il y a un problème? Est-ce que la résiliation semble ardue?
Si c'est ça, peut-être mieux éviter. Imaginez que vous avez un litige, si c'est super ardu pour résilier le contrat, ça peut être embêtant. Alors les contrats peuvent être de 2, 4, 5, 10 ans généralement. Personnellement, moi je trouve que ça fait un petit peu exagéré, quoi. Quand c'est déjà un peu plus, déjà 10 ans je trouve ça déjà assez long. Et attention à bien lire comment se termine le contrat. Vérifiez bien aussi les petites lignes, par exemple qui vous informent si au bout de 10 ans vous n'avez pas résilié, tout va à l'éditeur, des petites choses comme ça. N'oubliez pas de bien lire la loi applicable aux tribunaux compétents, oui, j'insiste. On va voir dans notre exemple, je vais revenir après sur l'exemple, plus en détail pour éviter de vous assommer avec tout ça. Retenez, au moins pour l'objet, le produit, donc votre œuvre, le nombre d'exemplaires prévus, l'organisation du BAT. BAT, c'est bon à tirer. La rémunération, ce qu'on appelle la reddition des comptes. Et oui, on en reparle de ça. On va s'y attarder beaucoup dans notre exemple. 5e étape, les clauses. Lisez bien les clauses et renseignez-vous pour savoir si en cas de clause de préférence, l'AME est titilleuse ou non. Ah, ce droit de préférence. Alors, j'ai glané un paragraphe très intéressant sur un site que je vous invite à lire, c'est Nathalie Bagadet, les 10 points d'un contrat à vérifier, c'est plutôt pas mal. Attention, cela est considéré comme une clause abusive et pourtant, même des maisons d'édition fiables y ont recours en droit de préférence. L'idée, c'est de vous obliger à présenter systématiquement vos manuscrits futurs à votre éditeur actuel avant toute démarche avant d'autres maisons. Cela vous lie non seulement pour votre texte actuel, mais aussi du coup tous ceux que vous allez produire par la suite pendant une période donnée. En ce qui me concerne, je rappelle que nous parlons justement d'une autrice, la deuxième maison d'édition avait figuré cette clause dans mon contrat initial. Comme j'avais déjà entamé les démarches pour autopublier l'ouvrage suivant, j'avais bien sûr refusé et la clause avait miraculeusement disparu dans les versions définitives. Mais je sais que d'autres auteurs présents, au même sommaire que moi, n'avaient pas osé la négociation et s'étaient retrouvés coincés. L'idée pourtant, à la base, n'est pas de vous escroquer. Le but de l'éditeur qui fait cette demande, c'est en fait de ne pas voir les auteurs sur lesquels il a misé être ensuite débauchés par de plus grandes structures qui vont uniquement démarcher les auteurs ayant eu du succès sans prendre autant de risques que les petites maisons d'édition. Leur point de vue peut donc se comprendre aussi. Donc dans un commentaire aussi sur l'article, quelqu'un donne un conseil que je trouve très juste. Refusez les clauses qui vous paraissent trop floues. Demandez qu'elles soient précisées ou supprimées. Vous avez le droit effectivement de négocier. Alors, vous avez quelques exemples des clauses qui tuent, voire dans les sources, il y en a pas mal. Allez, nous allons maintenant revenir à cet exemple de contrat d'édition commenté par la Société des gens de lettres, ou SGDL également. Attardons-nous effectivement bien là-dessus. Déjà sur l'objet, sur l'œuvre, et également la reddition des comptes. Alors vous voyez ce qu'il faut qui figure obligatoirement sur un contrat. Je vais vous lire effectivement quelques petits paragraphes. Alors je sais, vous pouvez trouver ça long, barbant, ennuyeux, mais n'oubliez pas qu'on parle quand même de votre œuvre. Vous aussi, vous avez passé énormément de temps à l'écrire. Ce serait quand même dommage que du coup, ça tombe, je vais pas non plus dire entre de mauvaises mains, parce que ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais ce serait quand même un petit peu dommage de ne pas être dans la meilleure maison d'édition possible pour vous. Alors oui, la santé financière d'une maison d'édition, c'est très important. Vous pouvez en plus avoir pas mal d'informations sur internet entre infogreffes ou même juste aussi sur les réseaux sociaux. La transparence est effectivement très importante. Je sais que ça peut embêter parfois certains éditeurs. Il y a une maison d'édition dans laquelle je suis. L'éditrice est complètement transparente. Je crois que j'ai jamais vu autant de transparence que ça. Et je trouve ça génial puisqu'on sait exactement ce qu'il se passe. Alors, comme vous voyez, les passages surlignés en jaune découlent des dispositions légales. Il s'agit donc d'une sélection d'obligations, donc des obligations qui doivent apparaître. Et donc évidemment, ce contrat-là qui vous présente, la GDL, est conforme aux dispositions légales d'un accord cadre entre CPE, Syndicat National de l'Édition aussi également. Alors vous voyez effectivement le plan, vous avez donc la liste des articles avec les dispositions générales. Vous voyez, il y a déjà les petits alinéas aussi qu'on voit un petit peu. Surtout très important, alors comme je vous l'ai déjà dit, bien vérifier obligations de l'auteur, de l'éditeur, les cas de résiliation, les protections aussi des données, la loi applicable surtout. Et dans la partie 1, vous verrez les dispositions relatives à l'exploitation de l'œuvre sous forme donc imprimée. Étendue de la cession, on y revient, oui, c'est très important. Alors l'article 14 va effectivement énormément nous intéresser à la rémunération de l'auteur. Vous voyez, on va parler des avaloirs. Alors je rappelle que les avaloirs, il y en a ou pas, c'est pas obligatoire pour les maisons d'édition. Vous avez également l'article 15 sur la reddition de comptes. Alors évidemment là c'est l'article 15 sur l'exemple de la GDL, j'entends bien que dans d'autres maisons d'édition c'est pas forcément ce numéro-là d'article. C'est vraiment un exemple qu'on vous présente. Voilà, vous avez un exemple du coup de contrat normalement, voilà ce qui devrait être indiqué.
Donc vous voyez bien, hein, entre les sous-signés, donc entre les parties, l'auteur et l'éditeur. L'objet du contrat, l'article 1, oui, je rappelle, hein, votre livre est un produit. Alors les obligations de l'auteur, il y a évidemment des clauses de garantie. Souvent, c'est qu'en gros, vraiment, il faut que l'auteur donne son œuvre, effectivement, et fasse aussi des modifications en temps et en heure. Et en contrepartie, l'éditeur aussi également doit avoir une obligation, histoire de dire, bon, c'est bon, d'ici 1 an et demi, votre livre doit sortir. Alors il y a aussi l'inscription dans le fichier national des auteurs publiés de leurs ayants droit. Surtout, ce qui est important, c'est voilà, l'obligation de l'éditeur. Vraiment, en plus, c'est souligné en jaune, donc là, vous pouvez absolument pas y échapper. L'éditeur s'engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais prévus. Alors là, c'est les articles 12 et 24 du présent contrat. Ça peut être aussi également 12 et 24 ou autre, bien vérifié. Également, l'éditeur s'engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l'œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d'être intéressés les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat. Ça, c'était vraiment ce qui était important à noter. Également, l'éditeur est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'auteur. S'il souhaite transmettre à titre gratuit ou onéreux ou par voie d'apport en société le bénéfice du présent contrat à des tiers de manière isolée ou au sein de l'ensemble des contrats. Bon, après, ce qui est effectivement aussi un point important, c'est la réédition des comptes. Forcément. Dans le cadre de l'exploitation de l'ouvrage et du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. Oui, on y revient. Vous allez avoir, par exemple, les comptes de la société sont arrêtés à telle date. Les relevés de comptes sont adressés ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique, par exemple, dans un format archivable le temps du mois. Pourquoi archivable? Pour qu'effectivement on puisse en garder une trace. Dans tous les cas, l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur, sur simple demande, si l'auteur en fait la demande, un état des comptes des années antérieures, dans la limite évidemment des délais légaux. Tout ça, on va dire, pour assurer la bonne santé aussi financière de la maison d'édition, si vous avez un doute. L'état des comptes adressé par l'éditeur à l'auteur devra donc mentionner le nombre d'exemplaires en stock en début et en fin d'année, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre d'exemplaires vendus également aussi par l'auteur. Il y a tout ça, on va dire, qui sont à prendre en compte. Le paiement des droits, le paiement des droits d'auteur, quand il intervient, est-ce que c'est 1 fois par an, est-ce que c'est 2 fois par an? Vous voyez, ça doit quand même être indiqué. Et aussi comment le règlement va s'effectuer. L'éditeur doit procéder au paiement des droits au plus tard, 6 mois après l'arrêté des comptes. C'est-à-dire, en général, comme dit la SGDL, au plus tard le 30 juin, puisque l'arrêté des comptes se fait habituellement le 31 décembre chaque année. Donc vraiment, au plus tard, vos paiements de droits d'auteur doivent s'effectuer avant le 30 juin. On dit, si les comptes s'arrêtent le 31 décembre, c'est par exemple 1 fois par an, voilà. Donc si par exemple, pour vos droits, là on est en 2020, admettons que la maison d'édition a arrêté ses comptes le 31 décembre, normalement vous devriez avoir perçu vos droits de l'année 2019 avant le 30 juin 2020. Donc voilà, il y a aussi le respect du droit moral, on en a parlé, dans le respect strict du droit moral. Et on a, c'est un fameux article assez intéressant, c'est cas de résiliation de plein droit ou de l'intégralité du présent contrat. Quand, comment, de quelle manière on peut résilier ce contrat? Il y a aussi effectivement, la première chose, le manquement à l'obligation des rééditions de compte. Si l'éditeur n'a pas effectué une réédition de compte conforme, l'éditeur a eu effectivement un manquement dans ses obligations, ou même l'auteur a eu un manquement dans ses obligations, le contrat peut être résilié. Bien lire effectivement cette partie. Alors là, c'est sûr que ce sera un petit peu plus flou, tout ce qui est clauses de fin d'exploitation, les redressements judiciaires, ça à la limite, je veux bien, si vraiment vous n'êtes pas calé là-dessus, c'est pas forcément ce qui va dire vraiment être important à savoir, à part peut-être les mises au pilon et des choses comme ça. Vous pouvez lire, mais je vous en voudrais pas si effectivement vous avez un petit peu du mal à comprendre. La durée! Il y a un petit commentaire de la SGDL que je trouve assez intéressant. La loi impose que soit prévue une durée de cession de droit qui peut être librement négociée entre les parties. Mais vous savez, entre les sous-signés, qu'on a vu un petit peu plus haut. La loi aussi également impose la définition d'un périmètre géographique donné. Alors ce territoire peut être librement négocié entre les parties, mais il faut en tout cas que ce soit discuté ou indiqué. Alors oui, effectivement, parfois je passe un petit peu vite parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop barbant, et en plus je suis pas forcément très exhaustive, c'est vraiment pour vous montrer, même si c'est vrai que c'est pas mal quand l'auteur s'y voit par lui-même et expérimente lui-même. On apprend en expérimentant. Alors, vous avez là effectivement les prérogatives de l'éditeur. Alors ça c'est effectivement ses droits à lui. Le format de l'ouvrage. Alors oui, par exemple, vous allez me dire « Ah oui, mais moi j'aime pas trop ce format, j'aurais préféré qu'il soit ceci ou cela. » Oui, mais ça c'est une prérogative de l'éditeur. C'est souvent d'ailleurs marqué dans le contrat. C'est lui qui choisit le format.
c'est lui aussi également qui le présente, c'est lui qui détermine le prix de vente de l'ouvrage. L'éditeur doit s'engager à faire figurer le nom de l'auteur ou son pseudonyme sur l'ouvrage. Ça paraît évident, mais voilà, vous avez quand même cédé certains de vos droits, c'est normal si vous avez votre nom ou votre pseudonyme, si vous avez choisi un pseudonyme, mais en tout cas que ce soit affiché. On en vient au tirage. La loi impose que soit prévu un tirage minimum, mais aussi la technique de l'impression à la demande, appelée également POD, print on demand, qui se développe. Si l'éditeur décide de n'exploiter votre œuvre qu'à l'impression à la demande, il doit non seulement vous en informer, ça paraît évident, mais voilà, mais également respecter les critères d'exploitation permanente et de suivi, l'article 13 du présent contrat. À défaut, vous allez pouvoir obtenir réalisation de plein droit, encore une fois dans cet exemple de contrat. Donc là, vous avez la publication de l'œuvre sous forme imprimée, donc ce qu'on appelle plus communément le format broché, avec les engagements de l'éditeur, ce qu'elle doit respecter. Aussi, dans la définition de son obligation d'assurer la diffusion de l'œuvre, ça paraît quand même un petit peu évidente, afin de lui donner toutes les chances de succès auprès du public. Donc par exemple, c'est juste un exemple qu'ils ont surligné, rendre disponible l'ouvrage dans une qualité respectueuse de l'œuvre et conforme aux règles de l'art, ou aussi présenter l'ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnel répertoriant les œuvres disponibles commercialement. Et aussi également, il faut qu'il y ait une sanction. On va dire c'est toujours pareil. Vous avez les obligations, qu'est-ce qui se passe si jamais elles ne sont pas respectées? Évidemment, il peut y avoir une sanction. Il faut vraiment que les deux, un petit peu comme un équilibre, vraiment que ce soit respecté. Alors évidemment, l'article 14, la rémunération de l'auteur, c'est aussi ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un avaloir ou non? S'il y en a un, il faut effectivement que ce soit précisé, il faut bien que ce soit noté. Ensuite, à part l'avaloir, c'est évidemment au titre de l'exploitation principale. Donc là, vous allez avoir le pourcentage, et c'est rappelé, et je le répète encore une fois, l'éditeur versera à l'auteur un droit proportionnel, donc progressif suivant, calculé sur le prix de vente public, hors taxe, PPHT, hors taxe. Donc faites bien attention. Si par exemple on vous dit « Ah oui, mais moi je suis payé à 8% chez cette maison d'édition. Ah oui, moi je suis payé 12%. » C'est 12% brut du prix de vente hors taxe. Vous savez, c'est un petit peu comme le salaire, brut net. C'est pareil. Moi, mon livre, il est à 10 €, je touche 8%, 10 €. Donc je touche 80 centimes par vente. Non, puisque là, c'est le prix de vente du coup au public, sauf que vous avez ajouté la taxe. Et en réalité, sans les taxes, c'est pas 10 €, c'est par exemple, parce que là je le fais de tête, j'ai pas noté les taxes, mais admettons, ce sera peut-être sur la base de 9,50 € en réalité. Donc en fait, ça va être 8% de 9,50 €, et non plus de 10. Donc forcément, ça fait un petit peu moins. C'est pareil aussi également pour le numérique. Si par exemple votre ouvrage est proposé à 3 €, c'est souvent à 2,99 €, on va arrondir à 3 € en numérique, combien vous allez toucher en pourcentage? Est-ce que vous allez toucher 10%, 20%, 30% aussi du prix? Et c'est également pareil, on va parler aussi des promotions, mais si votre ouvrage est proposé à 2,99 €, vous allez gagner tant de pourcentage dessus. Si l'ouvrage est mis en promotion, par exemple à 0,99 €, 1 €, allez admettons, vous êtes quand même au courant que pour atteindre le même montant de droits d'auteur, il va falloir en gagner beaucoup plus, puisque votre pourcentage, il n'a pas changé, même s'il y a la promotion. Admettons que vous étiez à 30%, que votre ouvrage soit proposé à 3,99 €, 7,99 € ou 1,99 €, il ne change pas. En revanche, le prix, lui, a changé. Prenons un exemple tout simple. Alors, admettons pour un format numérique. Normalement, ce livre numérique est proposé à 7,99 € dans la boutique Amazon. Et l'éditeur a envie de faire une super promotion pour relancer l'ouvrage, et au lieu de 7,99 €, il le propose à 0,99 €. Ah oui, là, c'est drastique. Sur les 7,99 €, admettons, vous gagnez 20%. C'est 20% de 7,99 €. Mais quand ça va passer avec la promotion, ça va être 20% de 0,99 €. Vous êtes bien d'accord que le montant du coup ne sera pas le même. Donc si par exemple avec 7,99 € vous avez vendu 10 ouvrages, vous êtes à 20%, alors on va arrondir évidemment pour l'exemple. Faites attention, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Vous allez toucher environ 1,60 €. Oui, je parle pas des taxes et du reste. Voilà. Allez hop, vous touchez 1,60 € par vente. Hop, l'éditeur décide de le passer à 0,99 €. Donc là, vous êtes d'accord, vous allez toucher 20% de 0,99 €, soit 20 centimes. Vous voyez un petit peu déjà la différence? Attention, ça veut dire que pour atteindre 1,60 €, il faut du coup rendre plus, puisque je vous rappelle qu'avec cette promotion-là, vous allez gagner que 20 centimes. Admettons que sur un mois, vous aviez fait une seule vente. Vous aviez eu 1,60 €.
le mois suivant, la promotion est en marche. Ça signifie quand même que pour atteindre le même montant que le mois d'avant, vous allez devoir en vendre 8 fois plus. Ah oui, puisque c'est 20 centimes, donc 20 centimes, plus 20 centimes, plus 20 centimes. Alors après, si la promotion marche du tonnerre, ça va être génial, mais même si par exemple vous en vendez 7, vous allez être super heureux. Ah bah oui, au lieu de 1, vous en avez vendu 7. C'est génial, vous avez multiplié par 7. Sauf que non, puisqu'en réalité, vous allez toucher moins, vu qu'il y a eu la promotion. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc faites attention aussi avec un petit peu les chiffres, en mode « Ah ouais, mais moi c'est génial, le mois dernier j'avais vendu que 3 bouquins, mais là avec la promotion j'en ai vendu 6, j'ai doublé mes ventes !» Oui, mais du coup tu as fait une promotion, donc maintenant combien tu as touché? Combien est-ce que tu as réellement gagné? C'est surtout ça aussi qu'il va vraiment falloir réfléchir. Alors attention, une promotion ça peut être super efficace, mais il faut vraiment assurer derrière. C'est sûr que si avec la promotion vous explosez le nombre et au lieu d'une vente vous en faites 40, ah là oui, là c'est intéressant. Alors on reprend. Donc voilà, ils expliquent bien aussi la SGDL quelque chose d'important. En toute logique, les taux par rapport aux nombres d'exemplaires, vous savez, donc c'est par exemple 8% pour les 100 ou 1000 premiers exemplaires, 9%, 10%. Et il faut mieux que ce soit progressif, hein. Parce que comme ils disent, on peut malheureusement constater à la lecture de certains contrats d'édition que c'est souvent dégressif. C'est pas forcément bien pour l'auteur. Les exemplaires sans droit. Alors vous savez, les exemplaires sans droit, c'est par exemple les exemplaires qui vont être destinés au dépôt légal, ça évidemment vous n'allez pas toucher le droit dessus. Les exemplaires dédiés au service presse, en promotion, la publicité. Les exemplaires remis gratuitement à l'auteur, hein, évidemment vous n'allez pas percevoir le droit d'auteur dessus. Dans tous les cas, l'éditeur doit être en mesure de justifier à l'auteur du nombre d'ouvrages sans droit. Bah oui, quand même, puisque vous n'avez, je rappelle, hein, vous n'avez quand même pas perdu le droit moral dessus. Bon alors on revient dessus, hein, mais la réédition des comptes, le paiement des droits, ça paraît important, hein, quand même. Alors après vous avez la vente en solde total et la mise en pilon. Alors ça c'est quand par exemple il n'y a vraiment pas de vente du tout pendant plusieurs années, bon souvent c'est pendant 2 ans. Les cas de force majeure, ça on va dire que c'est les points, vous les lisez, c'est pas grave si vous les comprenez pas, vous demanderez à des amis ou à d'autres auteurs. C'est surtout ce qui va vraiment nous intéresser encore une fois, ça va être la partie 2, l'étendue de la cession, la durée. Je sais, j'insiste là-dessus, mais la durée, le territoire, c'est important. Sachez quand même où cette maison d'édition, en fait, a son siège. Où est-ce qu'elle est, en fait, où est-ce qu'elle est établie. Oui, parfois vous pouvez avoir des surprises, hein. J'ai une amie, elle dit « Tiens, c'est bizarre, la maison d'édition est en Grèce. » Ça peut arriver. Également aussi, la remise des éléments permettant la publication et aussi les dispositions qui sont relatives au BAT, bon à tirer, et au BAN, bon à numériser. Vous devrez toujours signer le BAT et le BAN. Forcément, hein, puisque c'est quand même votre œuvre. Alors souvent, en plus, quand on dit signer, c'est souvent, on va dire, une mention, soit dans un mail ou autre, où on dit BAT ou BAN, ou alors qu'on renvoie effectivement à l'éditeur en disant « Ouais, c'est bon, je signe le BAT, je signe le BAN, ok, c'est nickel, ça peut partir en impression. » Alors, c'est pareil, hein, par rapport à la forme numérique, c'est exactement la même que la forme imprimée, hein, soit le brochet. Vous avez les obligations, vous avez la redéfinition, le droit moral, les sanctions en cas de manquement aux obligations du contrat. Tout ça, ça doit vraiment être mentionné. Vu que c'est à peu près la même chose, je m'y attarde pas trop là-dessus. Vous voyez aussi également la rémunération de l'auteur. Hein. Ça paraît quand même évident, mais si vous vous rendez compte qu'en version numérique, pour l'instant, vous avez touché 0 alors qu'il y a des exemplaires numériques qui sont vendus. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est le prix de vente public hors taxe. Ouais, et puis alors les taxes, je les connais pas par cœur, il faudrait peut-être que je m'amuse à les chercher un petit peu pour savoir. Et donc on termine avec un article qui s'appelle la clause de réexamen. Ah, bien sûr, hein, réexaminer dire, le contrat, si jamais il n'y a pas eu de vente, si jamais il y a des problèmes, des soucis, vraiment pas hésiter, la communication c'est très important. Et à la fin, fais-le en combien d'exemplaires, auteur, éditeur et signature. En bref, on lit bien le contrat, on fait attention à le pourcentage auteur pour tous les formats, brochet et numérique. Les avaloirs d'un contrat d'édition ou non. La résiliation du contrat d'édition. Comment? De quelle manière? On compare le modèle de contrat d'édition du livre, que ce soit la SGDL ou aussi avec vos amis ou alors avec un juriste, peu importe, renseignez-vous. Faites attention à la durée du contrat. On fait attention aux actions de promotion réalisées. On fait également attention aux droits de traduction. Aux droits sur la version audio, ça peut arriver. Les droits d'exploitation, hein, plus largement. La marge de négociation. La question du tirage, à la demande ou alors avec un tirage minimum. N'oubliez pas de faire tout ça avant de signer le contrat hein, et de parapher toutes les pages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je sais qu'elle était un petit peu longue, mais bon, vous aviez choisi une vidéo complètement à part pour le contrat. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura un petit peu aidé, éclairé et que au moins j'aurai été utile pour ça.
Voilà, donc à très vite pour une autre vidéo. Je remercie encore énormément mes tipeurs. Un nouveau mois s'annonce. Merci, merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Et en attendant, soignez votre plume.